Je n'avais pas mis les pieds dans la maison de grand-mère Lorraine depuis les funérailles. Non pas que je ne supportais pas, mais parce que je ne supportais pas ce qu'elle était devenue. Autrefois imprégnée du péché du cirage au citron et de son doux bourdonnement provenant du salon, elle se dressait maintenant comme une coquille vide, peuplée de nouveaux fantômes. Des fantômes au nom que j'adorais. J'ai poussé la porte d'entrée sans frapper, comme toujours. Sauf que cette fois, personne ne m'a appelé depuis le salon. Pas d'accolade chaleureuse. Pas d'assiette de biscuits aux amandes qui m'attendait près de la fenêtre. Juste Miles, tel un prince conquérant, devant la cheminée, faisant tournoyer une bague en diamant autour de son doigt. David, dit-il avec une fausse surprise, ce sourire narquois se dessinant sur son visage comme une tache. Tu ne pensais pas que tu aurais le courage de venir? Je n'ai pas réagi tout de suite. J'ai juste admiré la scène. Sa façon de se tenir juste sous le portrait de grand-mère, comme s'il était à sa place, comme s'il n'avait pas été absent depuis des années pendant que je faisais les courses, réparais les fuites d'eau et m'asseyais à côté de son lit quand elle toussait toute la nuit. Et à côté de lui, sur la cheminée, se trouvait la petite boîte laquée qu'elle gardait fermée à clé. Je savais ce qu'il y avait dedans. Les alliances, sa parure de mariage promise depuis mon adolescence. Non pas parce que j'étais meilleur, mais parce que j'étais là. Parce que je tenais à elle. Tu es tellement pathétique, dit-il en riant, ouvrant le couvercle et faisant apparaître les alliances comme un magicien avec un lapin. Sérieusement? Tu crois qu'être le petit-fils chéri, ça t'apporte quelque chose? Non. Le sentiment ne fait pas signer de chèque. La loyauté n'achète pas une propriété en bord de mer. Je le regardais, le sang dans les oreilles bourdonnant. Et la trahison, ça t'achète quoi exactement? Une nouvelle garde-robe et un mariage creux. Il ne broncha pas. Il était trop mal en point pour avoir honte. Rachel et moi allons nous marier, dit-il en lançant une des alliances en l'air et en la rattrapant d'un mouvement de poignet suffisant. Et elle m'a aidé à tout obtenir. La maison, l'argent, les bijoux. Toi. Tu n'as plus rien. J'ai pris une inspiration lente, mesurée, intentionnelle. Il n'y avait plus de chaleur dans ma poitrine. Plus de douleur, juste de la concentration. Je suis entré dans la pièce, laissant la porte se refermer derrière moi. La serrure a cliqueté comme une ponctuation. Miles a semblé confus un instant, comme s'il s'attendait à ce que je crie, que je craque, mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. En fait, ai-je dit en glissant mes mains dans les poches de mon manteau. Il y a quelque chose que vous devriez tous les deux savoir. Ses yeux se sont plissés. De quoi parles-tu? J'ai souri calmement, doucement, comme grand-mère le faisait quand elle savait quelque chose que tu ignorais. Tu crois avoir gagné? Ai-je dit d'une voix égale. Tu crois qu'avoir convaincu Rachel de me trahir, d'éviter des mensonges au tribunal, te faufiler dans les dîners de famille avec ce petit sourire suffisant à faire roi des cendres que tu as laissé derrière toi. Mais tu n'as pas gagné, Miles. Tu t'es joué de toi-même. Toi et Rachel, tous les deux. Il s'est moqué. Tu délires. Tu as tout perdu. Le juge a percé à jour ton petit numéro de pitié. Tu es fauché, seul et complètement fou si tu penses que quelqu'un croit ta version. Je me suis installé dans le vieux fauteuil près de la cheminée, celui dans lequel grand-mère lisait, et je me suis assis sans demander la parole. Sa mâchoire s'est crispée. Ce fauteuil avait encore du poids, murmurait encore un héritage, et je savais qu'il le ressentait même s'il ne pouvait pas le nommer. Tu t'es déjà demandé pourquoi grand-mère n'avait jamais modifié son testament ces dernières années? Ai-je demandé. Il a paru mal à l'aise pour la première fois. Parce qu'elle était trop vieille pour s'en soucier. Faux, ai-je dit. Parce qu'elle savait ce qui allait arriver. Elle a vu clair en toi, à travers Rachel. Elle ne voulait pas de guerre de son vivant, alors elle a joué le rôle. Te faire croire que tu gagnais. Et le meilleur, c'est que tu y as cru. Il croisa les bras. Tu n'as aucune preuve. Ça m'a fait rire un peu. C'est ça le truc avec les gens comme toi, Miles. Tu penses que la vérité est quelque chose qu'on peut vendre aux enchères, déformer, reconditionner. Mais la vérité, elle est patiente. Elle attend. Elle accumule les reçus. Son visage changea alors. Pas exactement de peur, mais de doute. Le genre qui naît dans l'estomac et qui remonte comme la pourriture. Je n'ai rien à te prouver ce soir, dis-je en me levant de ma chaise. J'avais juste besoin de voir ton visage quand tu réaliserais que l'histoire n'était pas finie.
Que ce que tu as volé était l'appât et que le véritable héritage, celui que tu pensais avoir enterré avec tes mensonges. Il est sur le point de t'enterrer. Je me dirige vers la porte, chaque pas lent, réfléchi, la main sur la poignée. Je me retourne une fois de plus. Dis à Rachel que j'espère que la bague lui ira. Ça ne signifiera pas grand-chose là où vous allez tous les deux. Mais c'est la seule chose que tu pourras dire avoir vraiment tenu, ne serait-ce qu'un instant. Miles resta figé, serrant toujours les diamants comme s'ils signifiaient quelque chose, comme s'ils pouvaient le protéger de ce qui allait arriver. Je m'avançai dans le crépuscule, l'air frais me cinglant la peau. Quelque part derrière moi, le feu crépitait comme un rire, mais ce n'était plus Miles qui riait. C'était moi. Je n'avais ouvert le journal que la semaine dernière. Il était resté intact sur mon étagère, coincé entre un exemplaire usé d'accent grave l'Est d'Éden et un cadre photo que je n'avais pas eu le cœur de dépoussiérer depuis le divorce. Pendant des mois, je n'ai même pas pu me résoudre à jeter un coup d'œil à cette pochette en velours. C'était la dernière chose que grand-mère m'avait jamais offerte, tendue avec un sourire tremblant et un murmure que je n'ai pas cessé d'entendre depuis. Ne les combats pas maintenant. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Et quand le moment sera venu, utilise ceci. Je ne l'avais pas compris à l'époque. Ou peut-être ai-je refusé parce qu'une partie de moi, celle qui se souvenait encore du rire de Rachel à minuit et du bras de mon frère paresseusement enroulé autour de mes épaules après les barbecues en famille, refusait d'y croire. La trahison est plus forte quand elle vient de ceux dont on avait juré qu'ils ne s'élèveraient jamais contre nous. Mais la semaine dernière, j'ai enfin ouvert la pochette. Le velours était encore doux, intact par le temps et la trahison. À l'intérieur se trouvait une bague signature que je connaissais de mon enfance. Les armoiries de la famille de Lorraine, bordées d'or et d'émail. Vert. En dessous, enveloppé dans un vieux papier de soie, se trouvait le petit journal en cuir. Pas d'étiquette, pas d'instructions, juste les siennes. La première page était simple. Si vous lisez ceci, c'est que les mensonges ont déjà commencé à se répandre. J'ai tourné la page suivante d'une main qui ne me semblait pas être la mienne. Elle avait tout écrit. Date, montant, numéro de compte, description de conversation chuchotée qu'elle avait entendue en faisant semblant de faire la sieste dans sa véranda. Transferts immobiliers, elle avait intercepté des documents de propriété qui, mystérieusement, n'étaient jamais parvenus au tribunal. Même des comptes offshore dissimulés sous des sociétés écrans si soigneusement conçus que personne ne les aurait trouvés à moins de savoir exactement où chercher. Et elle le savait. De son élégante écriture cursive, grand-mère avait expliqué ce que j'avais passé des mois à essayer d'expliquer à des oreilles sourdes. Rachel ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait orchestré ma chute. Et Miles, il ne m'avait pas trahi par impulsion ou par désir. Il avait tout calculé, étudié les parties de moi qui lui faisaient confiance et les avait décortiquées comme un perceur de coffre-fort avec un plan. Mais Lorraine, elle, ne se contentait pas de soupçonner. Elle se préparait. Il y avait une feuille de calcul glissée au dos du journal, écrite au crayon, corrigée à l'encre. Elle y avait dessiné une toile reliant tous ses biens, toutes ses fiducies, tous ses plans d'urgence. Et au centre de tout cela, entouré 2 fois de rouge, se trouvait mon nom. J'étais assise dans le silence de mon appartement, les pages étalées autour de moi comme une carte de justification. Et j'ai pleuré. Non pas par tristesse, ni par sentiment de triomphe, mais parce que quelqu'un m'avait cru. Pendant tout ce temps, dans une famille qui avait appris à hocher la tête quand Miles parlait et à sourire, quand Rachel envoûtait une pièce, Lorraine avait tout deviné. Je me souvenais si clairement de ce dernier après-midi avec elle maintenant. C'était seulement 2 semaines avant sa mort, le genre de journée où même la lumière du soleil est pesante. Je lui ai apporté du thé à la lavande et me suis assis à côté d'elle pendant qu'elle pliait le linge lentement, consciencieusement. Elle avait glissé la pochette dans mes mains avec un regard qui n'avait pas besoin d'explication. Ils viendront pour tout, avait-elle dit, les yeux à moitié éclairés par le poids de la connaissance. Et ils le feront avec des gants de soie et des larmes de crocodile. Mais toi, David, tu ne te bats pas comme eux. Tu attends. Et puis tu les brises avec la vérité. Je pensais qu'elle dramatisait. Je n'avais aucune idée à quel point elle avait raison. Le journal ne révélait pas seulement ce qu'ils avaient fait. Il montrait clairement qu'ils n'avaient même pas atteint l'essentiel de sa fortune. Ils avaient volé la maison qu'elle leur avait laissé voir. Le compte qu'elle laissait ouvert, les bijoux qu'elle mentionnait lors des brunchs avec une subtile touche d'éclat. Mais les véritables actifs, le domaine et la province, les actions et 2 startups technologiques anonymes, les objets de famille conservés sous un pseudonyme.
On n'y touchait jamais, car ils ignoraient leur existence. Je fixais le registre, mon nom souligné à côté des codes d'accès légaux et de phrases comme fiducie irrévocable, clause C4C. Le poids de la chose me frappa comme une vague. Je n'avais pas perdu. On m'avait seulement donné l'occasion de les voir s'enfoncer davantage dans leur propre piège. Il n'y a pas si longtemps, je les aurais confrontés immédiatement. J'aurais crié la vérité à travers les tables. J'aurais claqué des preuves au sol lors d'une sorte de règlement de compte performatif. Mais la voix de Lorraine persistait. Qu'ils croient qu'ils ont gagné. Et c'était la clé. Ils ne s'attendaient pas à ce que je me taise. Ils prenaient le silence pour une capitulation. Ils pensaient que l'absence signifiait la défaite. Mais la vérité, c'est que j'avais observé, attendu, rassemblé tout ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, j'étais assise seule sur le balcon de mon appartement. Le journal s'ouvrit à côté de moi et je m'autorisais enfin à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La clarté. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas vraiment. Il s'agissait de restauration. Il s'agissait de laisser la vérité revenir dans la pièce comme si elle n'en était jamais sortie. Habillée de velours et scellée dans une pochette transmise par une femme que tout le monde avait sous-estimée. Ils pensaient tous que grand-mère Lorraine n'était qu'une gentille vieille matriarche avec des perles et des recettes. Mais elle avait été une lionne enveloppée de dentelle. Elle ne m'avait pas seulement laissé une fortune. Elle m'avait laissé un chemin et un avertissement. Maintenant, avec le journal entre les mains et le registre dans mon coffre-fort, je savais que la prochaine étape n'était pas de les détruire. Il s'agissait de les laisser creuser encore un peu. Car plus ils avançaient, plus la chute était dévastatrice. Ils n'avaient pas tout volé. Ils avaient seulement volé la partie qu'elle voulait qu'ils voient. Et maintenant, il était temps qu'ils voient ce qu'elle avait vraiment laissé derrière elle. C'était le mot qu'elle utilisait le plus souvent en privé. Pathétique. Je me souviens de la première fois que Rachel l'a dit, sans savoir que je l'écoutais. Elle avait Miles sur haut-parleur. J'étais dans le couloir, pieds nus, portant un plateau de thé que je lui avais préparé parce qu'elle avait dit avoir une migraine. David pense que venir avec des fleurs compense l'ennui. Il est gentil, mais il est juste pathétique. Ce mot avait résonné dans ma poitrine plus fort que je ne l'aurais jamais admis. Ce n'était pas de la colère que je ressentais alors. C'était l'effritement lent et silencieux de quelque chose que je ne pouvais nommer. Une prise de conscience, une déchirure. Et je lui ai quand même apporté le thé, faisant comme si je n'avais rien entendu. C'était bien avant le procès, avant les assignations à comparaître, avant que mon propre frère ne soit assis de l'autre côté de la salle d'audience, témoignant contre moi avec la même aisance qu'il utilisait pour raconter mes blagues d'anniversaire lors des barbecues familiaux. Ils n'ont pas juste essayé de me prendre des choses. Ils ont réécrit mon histoire. Mon nom, autrefois lié à l'intégrité et à la patience, est devenu une note de bas de page dans leur récit soigneusement scénarisé d'échecs et de dysfonctionnements. Rachel a demandé le divorce 2 semaines après les funérailles de grand-mère Lorraine. Elle a dit avoir besoin d'espace. Elle a dit que nous nous étions éloignés. Elle a dit que j'étais émotionnellement indisponible. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle était déjà passée à autre chose avec Miles. Mon frère. Le jour où j'ai reçu la convocation, j'ai trouvé un mot plié dans la doublure de sa boîte à bijoux. C'est plus clair comme ça. On pouvait y lire, pas, je suis désolé, pas, tu mérites mieux. Juste, distrait clinique. Rachel avait toujours le don de rationaliser la cruauté. Lorsque les audiences ont commencé, c'était comme entrer dans une pièce de théâtre où tout le monde avait reçu un texte sauf moi. Ils m'ont accusé d'irresponsabilité financière, de saute d'humeur, de paranoïa. Miles a prétendu que j'avais retiré d'importantes sommes d'argent pour les utiliser dans des placements instables. Rachel a pleuré à la barre. Elle portait la robe bleue que je lui avais offerte pour notre 4e anniversaire de mariage. Elle s'essuya le coin de l'œil avec un mouchoir en soie, décrivant ses craintes pour son avenir si je gardais le contrôle de la succession. Le juge acquiesça solennellement. La salle s'y laissa prendre. Tout. J'essayais de parler, d'expliquer que les retraits étaient destinés aux soins personnels de grand-mère, que j'avais conservé les reçus, que la soi-disant instabilité résultait d'une crise de panique après avoir découvert leur liaison. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. La vérité ne collait pas avec l'histoire qu'ils avaient vendue. Le tribunal ne voulait pas de fait. Il voulait une conclusion. Et Miles et Rachel enveloppèrent le tout d'un flot de mensonges respectables. Ils avaient tout gagné.
La maison de ville de Besham Street. La collection d'art que Lorraine avait laissée derrière elle. Même la Mercedes que j'avais restaurée avec mon père pendant un été, 10 ans plus tôt. Disparu. Tout. Le juge déclara le partage équitable. Équitable. Je sortis de ce tribunal, l'ombre de moi-même, tenant un dossier de documents qui résumait ma vie à des chiffres, des interprétations erronées et des signatures. Le monde n'a pas applaudi ni pleuré. Il a simplement continué son chemin. La famille n'a plus beaucoup parlé après ça. Certains ont envoyé des textos polis. J'espère que tu prends soin de toi. Désolé que les choses se soient gâtées. Ma tante Judith m'a appelé une fois pour me dire qu'elle restait neutre, comme si je lui avais demandé de choisir son camp aux échecs au lieu de simplement reconnaître que j'avais été éventré devant tout le monde. Personne ne voulait croire que Rachel avait été infidèle. Elle était trop raffinée, trop parfaite. Elle savait toujours quoi dire aux baby showers et aux enterrements. Elle préparait des carrés au citron pour les voisins, souriait aux enfants, n'élevait jamais la voix. Sa trahison ne ressemblait pas à ce qu'il pensait qu'elle devrait être. Et Miles, il avait cette charmante lueur de grand frère dans les yeux. Celle qui me tirait des ennuis quand on était enfant. Celle qui maintenant souriait en signe de déposition condamnant ma personne. Ils disaient tous la même chose dans des coins discrets. C'est juste triste. David n'a jamais vraiment été à la hauteur de son potentiel. Mais je l'avais fait, mais pas d'une manière qu'il pouvait voir. Je l'ai vécu dans les soins discrets que j'ai prodigués à Lorraine durant ces dernières années. Dans les nuits où je veillais pour apprendre le droit des successions juste pour comprendre son testament. Dans la façon dont j'ai emballé ses affaires après sa mort. Chaque écharpe, chaque tasse de thé, chaque photo manipulée comme une relique. Je l'ai vécu dans la loyauté que j'ai témoignée à un mariage qui ne le méritait pas. Dans la confiance aveugle accordée à un frère qui aiguisait ses couteaux dans mon dos. Mais personne ne m'a posé de questions à ce sujet, car ils croyaient déjà à l'histoire que Miles et Rachel leur racontaient. Que j'étais brisé, amer, pathétique à tous égards. Ils ne savaient pas ce que je savais maintenant. Ils ignoraient pour les comptes offshore, les faux documents. Ils ignoraient que Rachel avait falsifié des factures pour détourner des fonds de la succession de Lorraine, ou que Miles avait déposé des transferts de propriété à mon nom pendant que j'étais à l'étranger. Ils l'ignoraient, mais Lorraine, si. Et maintenant, moi aussi. Elle les avait devinés bien avant moi. Elle n'avait pas seulement soupçonné. Elle avait tout documenté. Et lorsqu'elle m'avait glissé la pochette en velours dans la main, elle ne se vengeait pas. Elle m'apportait la clarté. Alors je suis resté silencieux. Laissons-les écrire leur histoire. Qu'ils célèbrent dans la maison qu'ils avaient volé et trinquent avec du vin acheté avec des fonds blanchis par des escroqueries judiciaires. Je les ai laissés vivre leur version de la vérité, car je savais que le jour viendrait où le vrai arriverait sans invitation, indéniable et impossible à fuir. Et ce jour-là, le mot pathétique trouverait un nouveau foyer. Pas avec moi. Avec eux. L'invitation arrivait dans une enveloppe blanche scellée d'or, comme sortie d'un catalogue de mariage ou d'une cérémonie de remise de prix. À l'intérieur, un mot écrit de l'élégante écriture cursive de Rachel. Nous serions ravis de vous accueillir à notre dîner de célébration. Une réunion intime avant le grand jour. En famille seulement. 19h, tenue de soirée. Sous son habileté parfaite, un smiley s'affichait, comme si cela effaçait le venin qui le cachait. Je l'ai contemplé un moment, laissant l'ironie m'envahir. Mon frère et mon ex-femme organisaient une fête pour leurs fiançailles. Et ils voulaient que moi, l'homme qu'ils avaient étripé, je m'assoie à la table comme pour des retrouvailles chaleureuses. J'y suis allé, non pas par envie de partager le pain avec eux, mais parce que j'avais besoin qu'ils voient quelque chose. Pas seulement moi. La version de moi-même forgée dans le silence, affermie par la trahison et aiguisée par la vérité que Lorraine avait laissée derrière elle. Je ne cherchais pas à me venger. Je cherchais la clarté, et je voulais un public. Le dîner avait lieu au domaine de Cressmore, la résidence d'été de ma grand-mère, celle que Miles avait escroquée par des formalités administratives et le tribunal des successions. Un jour, j'avais aidé à peindre la rampe de cette maison à 19 ans. Je savais quel escalier craquait avant qu'on ne l'emprunte, quelle chambre d'amis avait la fenêtre coincée. Maintenant, tout était illuminé comme une double page de magazine. Une nappe blanche, un menu traiteur composé de 3 plats, et la voix suffisante de Miles résonnant dans la salle à manger, comme s'il était un roi bienveillant invitant les paysans à dîner. À mon arrivée, on m'indiqua une place au bout de la longue table, près des portes donnant sur la véranda.
stratégique, distant, symbolique, mais je ne protestais pas. Je m'assis en silence, ajustai mes boutons de manchette et scrutai la pièce. Tante Judith était là, déjà à moitié ivre de vin. Oncle Terence me regarda dans les yeux, gêné, puis baissa les yeux vers son assiette. Ma cousine Margot me sourit faiblement, puis murmura quelque chose à son mari. Ils étaient tous là, membres d'une famille devenue trop silencieuse avec moi, trop prudente depuis le procès, comme si ma présence exigeait de marcher sur la pointe des pieds. Puis Rachel entra, radieuse de vert émeraude, les cheveux tirés en arrière comme le soir de nos fiançailles. Elle éclata de rire, théâtralement, comme si elle jouait au théâtre. Miles la suivit, souriant, la guidant par le bas du dos comme s'il avait orchestré la scène. Ils s'assirent naturellement en bout de table. Il tapota son verre avec une cuillère et se leva, le silence s'installant sur Q. « Merci à tous d'être venus, dit-il d'une voix mielleuse et répétée. Ce dîner est précieux pour nous. Demain, nous célébrons publiquement. Mais ce soir, c'est juste pour la famille, pour ceux qui nous ont soutenus et qui nous ont tolérés, ajouta Rachel avec un rire faucon. Miles lui sourit, puis leva son verre plus haut. À ma femme, dit-il. Et à notre avenir, bâti sur les cendres du passé de David. Et Judith haleta. Quelques autres rirent nerveusement, se demandant s'il s'agissait d'une blague ou d'une pique. C'étaient les deux. Rachel ne broncha pas. Elle était habituée aux artifices de Miles, habituée à utiliser mon nom comme une arme dans leur festin tordu. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pris un couteau pour gâcher la mise. J'ai simplement souri, calme et maîtrisé. Le signe de grand-mère résonnait froidement contre ma peau sous le revers de ma manche. C'est drôle que tu parles de cendre, dis-je juste assez fort pour que toute la table l'entende. C'est exactement ce que votre contrat de mariage est sur le point de devenir. Le silence fut instantané. Miles cligna des yeux. La main de Rachel se figea à mi-chemin de son verre de vin. Je me penchai légèrement en avant, les regardant tous les deux dans les yeux. Tu devrais vraiment lire les petits caractères avant d'organiser une fête chez quelqu'un d'autre. Miles gérit, mal à l'aise. Je m'accrochais encore à ses fantasmes. Hein, David? Pas des fantasmes, ai-je dit. Des faits. Je me suis levé lentement, laissant ma chaise glisser en arrière avec un léger frottement. Voyez-vous, Lorraine ne vous a jamais inclus dans la succession. La maison? Celle que vous prétendez posséder? Elle est liée à une fiducie privée irrévocable. Et devinez qui en détient le seul pouvoir de signature? Miles a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Et les bijoux que Rachel a exhibés, les bagues. Des objets de famille traçables jamais officiellement transférés. Les relevés financiers, les retraits frauduleux liés au compte de Lorraine, documentés par la banque et l'avocat spécialisé en succession. J'ai fait le tour de la table, laissant ma présence se faire sentir, laissant chaque mot résonner clairement. Vous n'avez pas volé quelqu'un d'incapable. Vous avez volé quelqu'un qui attendait, quelqu'un qui gardait les reçus, quelqu'un qui connaissait vos stratégies avant même que vous n'en ayez tiré les leçons. Rachel a remué sur son siège, son sourire se fendant enfin au coin. Je ne suis pas venu ce soir pour faire une scène. J'ai dit, je suis venu vous proposer un choix à tous les deux. Partir ou attendre demain, quand la banque vous informera que les comptes sont gelés, les bagues rappelées et la maison mise en examen pour occupation frauduleuse. Le mari de Margot toussa, se couvrant la bouche comme pour cacher un rire. Judith nous regarda comme si elle assistait à un accident de voiture en direct. Miles essaya de se lever, mais je levai la main. Ne restez pas assis là. Restez assis là avec tout ce que vous pensiez désirer. Chaque sourire exubérant, chaque toast suffisant. C'est le moment où le sol commence à craquer. Je me dirigeai vers la porte, m'arrêtai, une main sur l'encadrement. Savourez le risotto, ajoutai-je sans me retourner. C'est probablement le dernier bon repas que vous prendrez dans cette maison. Puis je sortis, laissant l'air frais m'envahir comme un baptême. Derrière moi, la pièce bourdonnait de murmures, la panique se cachant derrière la confusion. Mais je ne me retournai pas. Je n'avais pas besoin de laisser la vérité faire. Ce qui arrive toujours. Brûler doucement, puis tout d'un coup. Je me suis garé exprès à 3 pâtés de maison du bureau. J'avais besoin de marcher. L'air était vif et sec, et le poids de ce que j'allais faire s'est abattu sur moi comme un second manteau. J'ai croisé des immeubles en grès familiers et des banlieusards anonymes,
chaque pas plus concentré que le précédent. Le bureau de M. Alden se trouvait au dernier étage d'un vieil immeuble en briques, comme il l'avait fait depuis 40 ans, inchangé, indifférent au défilé de nouvelles entreprises qui naissaient et disparaissaient autour. Je suis entré dans le hall silencieux, la réceptionniste m'a fait un signe de tête comme si elle m'attendait. Peut-être que si. M. Alden était comme ça, toujours en avance de 10 pas, toujours précis. Il m'a dit un jour qu'il conservait des sauvegardes analogiques de tout, car le cloud n'était qu'un mot poli pour désigner l'ordinateur d'un inconnu. Il était déjà debout lorsque je suis entré dans son bureau. Un petit sourire aux lèvres. Son costume était aussi impeccable que jamais, bleu marine avec une cravate argentée discrète, et une odeur de cèdre et de vieux papier emplissait l'espace. Son bureau n'avait pas changé depuis mon enfance, assis sur le banc en cuir, tandis que le reine signait des papiers qui, d'une manière ou d'une autre, se terminaient toujours par une sucette. « David, dit-il chaleureusement en me tendant la main. Il est temps, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai, percevant la gravité de ses mots. « Il pense tout posséder, dis-je en m'asseyant. La maison, les bijoux, même mon nom. Et ils ont tort, répondit-il en ouvrant un tiroir et en sortant une fine chemise en cuir. Lorraine ne les avait jamais inclus dans sa succession. Elle savait qu'il viendrait flairer l'évidence. C'est pourquoi elle avait créé une piste parallèle, qui contournait complètement la procédure d'homologation publique. Il plaça la chemise devant moi. Ceci, dit-il, est le véritable testament. Daté de 6 mois après la version contestée, vérifié par 2 témoins, notarié et scellé dans un coffre-fort ignifuge à ma discrétion. Ma main trembla légèrement en l'ouvrant. Elle était là, la signature de Lorraine, indubitable. Son écriture toujours élégante, posée. Les mots étaient directs, sans fioriture ni ambiguïté. Tout, ses biens, ses comptes, sa collection d'art, ses parts dans 2 holdings internationales, avaient été transférés dans une fiducie privée irrévocable, dont j'étais le seul fiduciaire. Vous me dites que rien de ce qu'il prétendait ne leur appartient légalement, demandai-je, ayant besoin de l'entendre à nouveau. Monsieur Alden acquiesça. La précédente était un espace réservé. Lorraine s'attendait exactement à ce qui allait se passer. Les mensonges, la manipulation. C'est pourquoi cette version avait été créée, pour préserver son héritage et le vôtre. Je me suis adossé à mon siège, essayant d'assimiler. Toutes ces nuits passées à fixer mon plafond, à me demander si elle croirait à leurs mensonges, à me demander si elle mourrait, à penser que je l'avais trahi. Tout s'est effondré avec ce seul dossier. Ils ont utilisé le système judiciaire comme une arme, dis-je doucement. Ils m'ont dépeint comme instable, indigne. Et pourtant, vous voilà, dit-il en croisant les doigts. Avec la seule version des faits qui compte, celle qui repose sur la vérité. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les documents un par un. Le trust comportait des couches, des clauses, des protections, des relevés détaillés de tout ce que Miles et Rachel avaient tenté de détourner. Lorraine n'avait rien laissé au hasard. Elle avait annoté les déclarations, tracé les limites d'une fraude potentielle et même inclus une note de M. Alden. S'il tente de noyer David au tribunal, tirez la corde. Elle leur a laissé l'illusion, ai-je dit en feuilletant les pages pour qu'ils tombent dans leur propre piège. Exactement, a dit M. Alden, et maintenant, non seulement ils ont révélé leurs intentions, mais ils ont aussi fraudé. Il a fouillé dans un tiroir séparé et m'a tendu une autre enveloppe. Ce sont des enregistrements, des conversations que Lorraine a eues avec Rachel. Elle soupçonnait la liaison. Elle ne l'a jamais confrontée directement, mais elle a conservé des notes, des cassettes, des courriels, suffisamment pour démontrer un schéma de manipulation et de coercition financière. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. Il y avait 5 clés USB à l'intérieur, chacune datée. L'une d'elles, datée du 14 août, correspondait à la semaine suivant la visite de Lorraine à la maison de plage. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit pour la première fois de ne pas faire confiance à Smith sans surveillance. Et maintenant, ai-je demandé. Enfin, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ça dépend de ton objectif, a dit M. Alden. Tu peux déposer ta plainte discrètement, récupérer les avoirs, geler leurs comptes et laisser le tribunal régler le problème. Ou bien, j'ai levé les yeux. Ou bien tu croisais les bras, ou bien tu utilisais ça comme un moyen de pression. Les laisser entrer à leur fête de fiançailles en croyant avoir gagné. Puis tu leur montrais à quoi ressemble la vérité à la lumière froide du jour. J'ai regardé le dossier, puis les disques, puis l'homme qui avait servi ma famille pendant des décennies sans jamais avoir besoin d'être reconnu. Je ne veux pas de vengeance,
ai-je dit. Bien, a-t-il répondu. Parce que ce n'est pas une vengeance. C'est une restauration. J'ai quitté le bureau juste avant midi. Le soleil brillait, mais pas chaud. Et la ville bourdonnait autour de moi, inconsciente que quelque chose de tectonique s'était déplacé. Je n'avais pas l'impression d'être triomphante. J'étais calme comme quelqu'un qui a été sous l'eau trop longtemps et qui a finalement remonté à la surface. Ils pensaient m'avoir enterré. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le Rennes avait construit un caveau sous les décombres et qu'elle m'y avait laissé l'allumette. Maintenant, il ne restait plus qu'à savoir quand frapper. Le propre de la justice poétique, c'est qu'elle ne frappe pas. Elle n'attend pas les applaudissements. Elle s'infiltre, silencieuse et inévitable, comme de la fumée sous une porte. Leur fête de fiançailles avait eu lieu dans le même country club où Rachel et moi avions organisé notre réception de mariage. Même sol en marbre, même porte dorée, même canopée hors de prix. Je savais qu'ils l'avaient choisi exprès. Ils savaient que cela faisait partie de leur performance. Regardez le chemin parcouru. Ils voulaient dire, regardez ce qu'on lui a pris. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient jamais vu venir, c'est que chaque détail qu'ils arboraient si fièrement était sur le point de s'effondrer sous le poids de leurs mensonges. Je suis arrivé seul, vêtu d'un costume noir sur mesure et d'une montre que Lorraine m'avait offerte à l'obtention de mon master. J'y suis entré comme si j'étais là pour les boissons gratuites, et non pour la démolition silencieuse que j'avais orchestrée. La salle vibrait de musique et de rires raffinés. Des cristaux se balançaient au lustre comme des applaudissements figés, et les serveurs flottaient avec des plateaux remplis de champagne. Je restai un instant au bord de la salle de bal, les regardant s'affairer. Rachel en blanc, bien sûr, elle portait du blanc, riant trop fort. Miles, dans un smoking bleu marine qui semblait sur mesure, tenait la cour comme s'il était déjà un membre de la famille royale. Leurs invités trinquaient, inconscients que la glace sous eux se fendait. Plus tôt dans la journée, j'avais envoyé une lettre, deux en fait. L'une était adressée à la direction du club, accompagnée de documents attestant que les fonds utilisés pour l'événement provenaient de comptes liés à une succession litigieuse. La seconde était adressée à la banque, au faux personnel et à Rothman, accompagnée d'une déclaration sous serment de M. Alden, de reçus et de copies notariées des documents fiduciaires de l'Rennes. Les deux étaient horodatés. Les deux avaient été déclenchés quelques heures avant l'arrivée du premier invité. À 20h42 précise. Pendant le toast de Miles, un homme en costume gris entra dans la salle. Il se déplaça avec l'autorité calme de quelqu'un habitué à annoncer de mauvaises nouvelles dans de beaux endroits. Il se faufila entre les serveurs et les centres de table jusqu'à ce qu'il atteigne Miles au premier rang. Miles venait de lever son verre. Il commença à s'adresser à Rachel, la femme qui m'a appris que l'amour est plus fort que l'héritage et que l'avenir. L'homme se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Le verre de champagne et celui de Miles ondulaient légèrement. Rachel pencha la tête, perplexe. Puis une autre silhouette s'approcha d'elle, cette fois le directeur du club. Ses doigts noyés de diamants serraient plus fort sa main tandis qu'il lui tendait une enveloppe. Son visage se figea dans ce sourire d'essai. Mais je le vis, ce tressaillement, ce début de panique. Les invités commencèrent à remarquer quelques murmures, quelques têtes tournées. Puis vint la question, sèche et sans filtre, de quelqu'un au premier rang. Y a-t-il un problème? Je m'avançai lentement. Sans hâte. Le bruit de mes chaussures sur le marbre semblait résonner plus fort que la musique. Il y en a, dis-je d'une voix ferme. L'argent utilisé pour cet événement. Il n'appartient pas aux heureux époux. Miles se tourna vers moi, le visage blême. Mais qu'est-ce que tu fous? Pour clarifier les choses, répondis-je en sortant le dossier de la poche intérieure de ma veste. Tu vois, les comptes que Rachel a consultés étaient liés à une fiducie irrévocable à laquelle elle n'a jamais eu accès. Et les bijoux qu'elle porte ce soir, les bagues que tu as exhibées au dîner la semaine dernière, elles n'ont jamais été transférées. La chaîne de possession prouve qu'elles font toujours partie de la succession de Lorraine, qui, selon la version la plus récente et juridiquement contraignante de son testament, m'appartient exclusivement. Le silence parcourut la pièce comme une vague heurtant un verre. Quelqu'un laissa tomber une fourchette. Quelqu'un murmura mon nom, mais je ne les quittai pas des yeux. Tu as falsifié des déclarations, continuai-je. Tu as utilisé la succession de ma grand-mère pour financer tout ce cirque. Et maintenant, la banque est au courant. Le lieu aussi. Ce n'est pas seulement moralement répugnant. C'est illégal.
La voix de Rachel a finalement craqué dans le calme. David, s'il vous plaît. Pas ici. Non, ai-je demandé, inclinant ma tête. Parce que vous n'aviez aucun problème à organiser un dîner entier où vous avez grillé aux cendres de mon passé. C'est drôle comment vous étouffez sur la fumée maintenant. Miles se dirigea vers moi, le poing se serra. Ceci est une configuration. Vous essayez de nous ruiner. Non, Miles. Vous vous êtes ruiné. Je viens de retirer les rideaux. J'ai remis le dossier au directeur du club qui l'a pris comme si c'était radioactif. L'événement est maintenant en cours d'examen, a-t-il dit raide. Nous avons contacté notre service juridique. Si ce qu'il dit est vrai, cette partie est en violation de nos politiques financières. Les invités se déplaçaient déjà tranquillement, maladroitement comme des rats, sentant un changement dans la fondation. Quelqu'un se tenait. Quelqu'un d'autre a chuchoté, allons-y. Et en quelques minutes, la salle de bal autrefois bourdonnante avait vidé à la moitié de sa taille. Je ne me réchauffais pas. Je n'ai pas souri. Je viens de me retourner et je suis parti. L'écho de mes pas traînant derrière moi comme la ponctuation. À l'entrée, je m'arrêtai une fois de plus, en regardant les deux. Rachel saisissant des Miles comme une bouée de sauvetage. Miles ressemblant au vent avait été frappé de sa poitrine. Je les ai laissés là dans les ruines de leur propre célébration. L'engagement qui a commencé dans des anneaux volés et des vœux réutilisés avait augmenté en fumée. Juste devant tout le monde, exactement comme il aurait dû. Ils sont venus le lendemain matin. J'étais dans l'étude, mon étude maintenant, où la lumière a frappé les fenêtres comme Lorraine a toujours aimé. Je sirotais le thé de l'une de ces tasses en porcelaine, le journal ouvert sur mes genoux, un signet de soie rouge faisant pion de la dernière page. J'aurais relu une douzaine de fois. La maison était calme, digne, mon sanctuaire, jusqu'au cou, ou plutôt le martèlement. La porte d'entrée secoua dans son cadre. Je n'ai pas déménagé tout de suite. J'ai pris une autre gorgée. Earl Grey, juste comme elle l'a fait. Les cris ont commencé peu de temps après. David, c'était des kilomètres. Vous lâche. Ouvrez la putain de porte. Je pose doucement la tasse sur sa soucoupe et je me suis tenu, se déplaçant vers la fenêtre avant où les rideaux en dentelle offraient juste assez de vue sans exposer quoi que ce soit. Et ils étaient là, Miles et Rachel, debout sur le porche avant comme des nuages de tempête avec des dents. Rachel avait l'air fatiguée. Pas épuisée, juste craquée. Le type de fissure que vous ne pouvez pas couvrir de maquillage. Ses talons s'enfonçaient légèrement dans la pelouse. Miles avait l'air pire. Sa cravate manquait. Sa chemise froissée, son visage rougi de rage ou de honte. Vous pensez que c'est fini? Cria-t-il, avançant et claquant à nouveau sa main sur la porte d'entrée. Vous nous avez trompés. Vous nous avez mis en place. J'ai déverrouillé la fenêtre latérale lentement et je l'ai poussée juste assez pour laisser ma voix porter. Non, j'ai dit que vous vous êtes trompés. Ils ont tous deux gelé. Je suis entré dans le cadre, une main reposant avec désinvolture sur la maison. Have to do this. There's been a misunderstanding. We can fix it. We can talk like adult. Il est out a small DRY log. Adult? You mean like adult wholly under what? Or adult who fake financial statement and use dead women's assets to fund champagne toast. You're blowing this out of proportion. She snapped. And the moment the word left her mouth, she realized how brittle they sounded. Proportion? He repeated softly. You stole la succession de grand-mère. Instable. Vous avez porté ma bague à votre fête de fiançailles à mon frère et maintenant vous vous inquiétez de la proportion. Miles s'avança à nouveau. Tu ne comprends pas, David. Rachel et moi ne savaient pas la vengeance. Ce n'était pas personnel. Non. J'ai demandé. Vous vous êtes tenu devant la famille et que vous avez grillé pour construire un avenir à partir des cendres de mon passé. Cela me semblait assez personnel. Ce n'est pas toi, dit Rachel soudainement, sa voix douce. Vous n'êtes pas vindicatif. Vous étiez toujours le calme, le doux. Je suis toujours, j'ai répondu. C'est pourquoi je n'ai pas encore porté de charge. Sa bouche se ferma. Miles avait l'air désespéré maintenant. Écoutez, nous avons fait des erreurs, d'accord? Mais cela, il a fait un geste vers la maison, à la fenêtre ouverte, au pouvoir qu'il ne détenait plus. Tu vas trop loin.
Non, dis-je. Je vais enfin assez loin. Je m'arrêtai, laissant le silence s'étirer. Vous savez, pour tous vos schémas, toute votre arrogance, vous avez oublié les plus basiques règles d'héritage, ai-je dit. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il attend. Il observe. Et le moment venu, il ne crie pas. Il signe. Vous ne pouvez pas nous enfermer de tout. Cria Miles. Les comptes, la maison. Je me penchai légèrement en avant. Légalement, je peux. Et j'ai. Rachel avait l'air de vouloir crier, mais elle se mordit la langue. Il ne s'agissait jamais des bijoux, j'ai poursuivi. Ou la succession ou même le nom de l'Réenne. Il s'agissait de vous deux pensant que vous pouviez réécrire l'histoire et vous éloigner propre. Mais vous avez oublié qui a tenu l'épingle. Ils étaient calmes maintenant, debout au soleil comme des figures enfumées. Vous vous êtes mariés pour la fortune, dis-je. Mais vous avez oublié que les héritages viennent avec des garanties. Vous vouliez tout ce que l'Réenne avait, mais vous n'avez jamais gagné sa confiance. Et à la fin, c'est la seule chose qui compte. Miles m'a regardé comme s'il ne reconnaissait plus qui j'étais. Bon. Cet homme, celui qui a tressailli et s'est excusé pour tout, avait disparu. Rachel a marché de retour, les bras croisés, son expression creux. Et bien à vous voir devant le tribunal, dit-elle froidement. J'ai souri. Nous l'avons déjà fait. Et tu as perdu. J'ai fermé la fenêtre avec la même patience silencieuse que Lorraine a montré une fois. Quand les gens l'ont déçu. Le verrou a cliqué doucement. Je ne les ai pas regardés partir. Je suis retourné à l'étude, j'ai repris le journal et j'ai trouvé ma place sous les notes de soulignement de Lorraine. À la page suivante, elle avait écrit une seule phrase. Quand les voleurs viennent, laissez-les frapper, mais ne les laisse jamais entrer. J'ai pris mon thé. Encore chaud. Laissez-les crier. Laissez-les crier. Laissez-les essayer de remonter dans une maison construite à l'honnêteté. Ils n'étaient pas seulement exclus. Ils étaient des fantômes maintenant. Et cette maison n'appartenait plus aux fantômes. Falstaff et Rothman Bank se sont assis au coin de Mulberry et Fifth, un monument de verre et d'acier gris niché entre les bâtiments plus anciens comme s'ils les avaient forcés à faire de la place. Je suis arrivé tôt, 15 minutes avant la réunion, parce que je voulais voir leur visage quand ils sont entrés. Je voulais qu'ils voient ça, je ne me cachais plus. J'étais ici, calme et pleinement conscient du pouvoir qu'ils ne détenaient plus. La réceptionniste m'a conduit dans une salle de conférence privée au 12e étage. Il sentait faiblement de vernis citron et de ponctualité, le genre de précision stérile pour laquelle les banques sont célèbres. J'ai choisi un siège à l'extrémité de la longue table en verre où les toits de la ville se sont éteints derrière moi comme une bannière de victoire. Monsieur Alden était déjà là, ses lunettes se sont perchées sur son nez alors qu'il examinait une pile de fichiers. Il n'a pas levé les yeux lorsque je suis entré, a simplement glissé un dossier à travers la table vers moi. Ils arriveront bientôt, a-t-il dit, sa voix calme et coupée. Nous avons tout préparé. Déclaration, audio, document notarisé, la volonté originale, témoin affidavit, j'ai hoché la tête. Et les finances ont signalé et vérifié, a-t-il répondu. Chaque retrait que Rachel a effectué dans les 6 mois suivant la mort de Lorraine a été tracé. Pas un seul autorisé par la fiducie. Chacun est une violation claire. J'ai regardé par-dessus la pile de documents devant moi. Signature, transfert, copie des emails de Rachel aux agents bancaires, 1000 connectés l'activité pendant les heures restreintes. Tout était là. Coldard trousse enveloppé dans de l'encre noire et du poids juridique. La porte a ouvert 15 minutes plus tard. Rachel est entrée en premier, habillée comme si elle essayait toujours de convaincre le monde qu'elle était la victime. Un costume beige élégant, ses cheveux tirés en chignon, maquillage parfait. Mais sous tout cela, j'ai vu la tension dans sa mâchoire, le désespoir qu'elle essayait de repousser son expression. Miles a suivi derrière elle, portant le même blazer de la marine qu'il portait au dîner de fiançailles, bien qu'aujourd'hui, il était plus lâche sur lui, comme le tissu lui-même s'était fatigué de la performance. Leur avocat, une femme au visage pointu du nom de Marian Locache, a pris le siège directement en face d'Alden. Nous n'avons pas échangé de plaisanteries. La chambre était trop froide pour une petite conversation. Le directeur de la banque est entré en dernier, un homme nommé Ellery, aux cheveux argentés avec une cravate à rayures de la marine, portant une tablette et un tampon légal. Il a pris place à la tête de la table et n'a pas perdu de temps. Merci à tous d'être venus.
Nous sommes ici pour aborder une question d'urgence inquiétude concernant l'accès aux comptes en vertu du Lorraine Mercé Trust. À la demande de Monsieur David Mercé et du Conseil, nous avons examiné un certain nombre de transactions initiées par Madame Rachel Langlais et M pour Miles Mercé. J'ai regardé leurs deux noms frapper l'air comme des couteaux ternes. Ellery a poursuivi, les transactions en question totalisent près de 1,8 million de dollars de fonds liquides avec une valeur supplémentaire liée aux avoirs immobiliers et aux actifs héritiers. Rachel se déplaça sur son siège. Ces fonds étaient accessibles sous l'autorité légale, a-t-elle dit, son-on. J'étais la belle-fille de Lorraine. Miles et moi étions engagés et il est une famille de sang. Le domaine nous a été attribué par le tribunal. Avec respect, Alden a été bien. Co-signeur, pas de sautement. Il a ouvert un dossier en cuir et a glissé une copie du document à travers la table. Marion, leur avocat, s'est penché en avant et a scanné les premières pages. Son front se froissait. Cela n'a jamais été soumis au tribunal d'homologation d'origine car il n'a jamais été destiné à l'homologation publique, a répondu Alden. Lorraine a anticipé la manipulation. Elle prévoyait une fausse déclaration. C'est pourquoi cette confiance a été conçue pour contourner le dossier public. Nous avons également des déclarations et des enregistrements, y compris une conversation entre Lorraine et Rachel, dans laquelle Lorraine indique clairement son intention de les exclure de tout héritage. Le visage de Rachel blanchit légèrement. C'était privé. Alden n'a pas clignoté, et maintenant c'est la preuve. Ellery s'éclaircit la gorge et plissa les mains. La position de la banque est simple. Si ces fonds étaient accessibles sous de faux prétextes et que si la fiducie interdit une dispersion sans autorisation de fiduciaire, ces actions constituent une fraude financière. Miles a rompu le silence. Nous ne savions pas, a-t-il dit, ressemblant à un enfant pris avec sa main dans le pot. Nous pensions que nous avions droit. Le droit et la légalité ne sont pas les mêmes, a déclaré Alden. Marian se pencha en arrière, son ton passant de la défensive au contrôle des dommages. Que demandez-vous, monsieur Mercé? Je les ai regardés tous les deux, et pour la première fois, je ne ressentais pas de colère. J'ai ressenti une certitude. J'ai ressenti la gravité de chaque instant que j'avais enduré, en faisant enfin un pourboire dans l'équilibre. Une confession complète, ai-je dit, signée. Admettant l'utilisation non autorisée des fonds, la fausse déclaration de la succession et le retrait officiel de toute autre réclamation à la fiducie ou aux actifs de Lorraine. En retour, je n'apporterai pas des accusations criminelles. La voix de Rachel a craqué. Vous nous détruire. J'ai secoué la tête. Non, tu as fait ça toi-même. Je vous donne juste une issue qui ne se termine pas par des menottes. La pièce s'est calme. Ellery se tenait. Si aucun autre litige n'est augmenté, nous préparons les documents. Tous les comptes affectés sont gelés jusqu'à la résolution. Toute tentative d'y accéder sera signalée et signalée. Alden a poussé un stylo en avant. Vous pouvez signer maintenant. Rachel ne m'a pas regardé. Elle regarda la table aux veines en marbre comme il pouvait l'éloigner de cela. Miles la regarda, puis me signa, puis signait. Sa main trembla. Rachel a suivi lentement comme si le papier pouvait brûler. Ils ne se sont pas excusés. Ils n'ont pas demandé, mais ils ont signé parce qu'ils étaient acculés. Parce que la vérité ne discute pas, elle. Attends. Ensuite, ils gagnent. Je n'ai pas célébré lorsque le transfert s'est dégagé. Je n'ai pas organisé de fête ni posté une déclaration poétique en ligne. Je n'ai pas pris de selfies de vengeance devant la maison où le mélange reprit lorsque leur compte était gelé. Ce genre de bruit n'a jamais été de ma nature. D'ailleurs, qui avait-il pour célébrer en regardant deux personnes se déshabiller sous le poids de la corde même qu'ils ont tressée ensemble? Rachel et Miles ont d'abord rendu les bijoux. Il est venu tranquillement par courrier dans une boîte en velours qui appartenait autrefois à l'armoire exposée en verre de Lorraine. Pas de notes, pas d'excuses, juste un retour à la propriété légitime faite avec la précision stérile de la défaite. Les grands-mères de la maison ont été verrouillées, inspectées et scellées sous mon nom. Cette fois, sans échappatoire, sans portes arrière, sans illusion. Les comptes offshore étaient gelés et les actifs se sont lentement réaffectés à la fiducie où ils appartenaient. Ils ont bien sûr essayé de tendre la main. Pas directement, jamais avec rien d'aussi digne que des remords. Au lieu de cela, ils ont utilisé des intermédiaires, des cousins dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Un email soigneusement formulé d'un vieil ami suggérant que nous nous rencontrons pour le café.
Même un message de l'un des anciens collègues de Rachel demandant un nouveau départ. Je les ai tous ignorés. Il n'y avait rien à discuter. La conversation avait mis fin au moment où ils se tenaient dans cette salle d'audience et ont essayé de déchirer la vérité sous moi. Il n'a pas fallu longtemps pour que le reste de leur monde s'effondre. Les parents de Rachel l'ont baissé tranquillement, rapidement. Leurs noms ont disparu de ses médias sociaux. Sa mère a rendu une peinture que je leur avais offert il y a des années. Une scène d'hiver que Lorraine avait adorée. Il est arrivé enveloppé dans du papier brun. Pas d'adresse de retour, mais je le savais. Je l'ai accroché dans le couloir où c'était là où il appartenait. Miles n'a pas réussi à mieux. Une fois que le mot s'est répandu dans l'entreprise qu'il avait forgé des témoignages et utilisé des actifs volés pour financer une fête de fiançailles personnelle, mon père, qui avait fait de la situation si dure de rester neutre, n'avait pas le choix. Il a retiré des kilomètres de l'entreprise à compter immédiatement. Le communiqué de presse a cité une violation des normes éthiques internes. Ils ne m'ont pas nommé. Ils n'avaient pas à le faire. Tous ceux qui comptaient le savaient déjà. Pourtant, je ne me réchauffais pas. Je n'en avais pas besoin parce que ce n'était pas pour cela que Lorraine m'a élevé. Elle avait vécu sa vie avec une force tranquille et une grâce délibérée. Elle m'a appris à voir au-delà des moments de vengeance et à comprendre le poids de l'héritage. Et maintenant, avec tout ce qu'ils ont essayé de voler en s'effritant dans leurs mains, j'ai dû me demander ce qui est venu ensuite. Qu'est-ce que j'allais faire de tout cela? Cette maison, cette fortune, cette étrange pièce lourde. J'ai trouvé la réponse un dimanche après-midi, assise dans la véranda de Lorraine, en passant par l'un de ses anciens cahiers. Il était rempli de citations manuscrites, de recettes, d'articles coupés sur des organismes de bienfaisance locaux. Dans le dos, plié entre deux pages, se trouvait une lettre qu'elle avait écrite à un juge au nom d'une mère célibataire qui avait perdu la garde de ses enfants pour une technicité. Son écriture était toujours stable. Elle n'est pas parfaite, mais elle essaie. Et nos tribunaux devraient faire la différence entre l'échec et la survie. Cette ligne m'a frappé plus fort que n'importe quel verdict d'audience. C'est là que l'idée m'est venue. Une façon d'utiliser les pièces qu'il n'avait pas cassées pour construire quelque chose qui comptait. 2 mois plus tard, je me tenais devant une modeste foule de journalistes, d'avocats et d'une poignée d'anciens amis de famille en qui je faisais toujours confiance. Je portais la bague de signet de Lorraine sur mon doigt, pas comme un ornement, mais un symbole. Derrière moi, j'ai accroché une bannière, la Lorraine Mercé Foundation pour l'équité juridique et le plaidoyer. Je n'ai pas écrit de discours. J'ai parlé de la poitrine, de l'endroit en moi qui se souvenait de ce que cela semblait être instable, pour être peint comme un homme qui ne valait pas la peine d'être cru. J'ai parlé pour ceux qui avaient été réduits au silence dans les salles d'audience par les menteurs plus forts et plus habillés dans leur vie. Il y a des gens dans cette ville, dis-je, qui n'ont pas le luxe d'avocat comme Alden. Les gens qui sont vaporisés devant le tribunal parce qu'ils n'ont pas les ressources ou le vocabulaire pour se défendre. Cette fondation est pour eux. Pour ceux qui ont été appelés pathétiques, délirants, instables. Pour ceux qui avaient raison, mais inconnus. La première subvention est allée à une femme nommée Clarisse Penet. Elle avait perdu la garde de son fils de 3 ans après avoir été accusée à tort de négligence par le nouveau partenaire de son ex-mari. Son cas avait été mal géré, son dossier enterré. Lorsque notre équipe juridique a examiné son cas, il a fallu moins d'1 semaine pour découvrir des incohérences et une récusation négligée d'un juge. 2 semaines plus tard, elle a retrouvé son fils. Quand elle m'a serré dans les étapes du palais de justice, elle a chuchoté, « Personne n'a jamais combattu pour moi auparavant. » Je ne lui ai pas dit ce que cela signifiait. Je n'avais pas besoin de le faire. Ce moment était suffisant. Tourné par la trahison. Ville finalement. Quelque part plus calme. Elle enseigne le yoga maintenant. Selon le commentaire passant d'un cousin, Miles a apparemment pris un travail de vente dans une ville où personne ne reconnaît le nom de Mercé. Bon pour eux. Je suppose qu'ils vivront toujours avec ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas mon travail de les faire souffrir. La vie gère cela d'une manière que je ne pourrai jamais. Ils pensaient que ce qu'ils avaient volé était tout. La maison, les comptes, les anneaux, l'histoire. Mais ils ont raté la seule chose qui comptait le plus. Dignité. Ce n'est pas fort. Cela ne supplie pas d'attention. Il ne se situe pas dans les documents judiciaires ou ne scintille pas d'une main. La dignité est ce qui reste quand tout le reste a été retiré. C'est ce qui m'a empêché de crier. C'est ce qui m'a permis de m'éloigner de l'épave avec ma colonne vertébrale droite.
C'est ce que Lorraine a vu en moi depuis le début. Il ne pourrait jamais voler cela et je ne le rendrai jamais. La maison était enfin silencieuse dans la façon dont Lorraine aurait aimé. Plus de rires tendus de la part des invités faisant semblant d'être de la famille. Plus de creux des pas résonnants de personnes qui n'appartenaient pas. Juste. L'immobilité et le genre de chaleur qui prend des mois à s'installer à nouveau dans un endroit. J'avais passé les dernières semaines à restaurer tout ce qui avait été changé ou supprimé. Les peintures remises dans leur chambre légitime, les figurines en verre saupoudrées et repositionnées sur les étagères. Le vase bleu préféré de Lorraine avait été retrouvé caché dans une boîte de rangement au sous-sol, son cou écaillé d'une manipulation négligente. Je l'ai remis sur la table du coin dans le couloir et je l'ai rempli de lavande fraîche du jardin. Il y avait quelque chose de thérapeutique dans la restauration de l'ordre, non pas de la nostalgie, mais comme un acte de rébellion tranquille. Rachel et Miles avaient essayé de frotter l'âme de cet endroit. Ils avaient réorganisé les meubles pour donner l'impression que leurs propres photographies ont remplacé, ajouté un décor stérile qui manquait d'histoire, mais les os de la maison se souvenaient encore de qui il appartenait. Je pouvais le sentir chaque fois que je montais dans une pièce et la lumière du soleil frappait juste, tout comme ça quand j'étais un garçon qui coulait dans ces couloirs avec des genoux et une arachide sandwich au beurre dans ma main. Mardi après-midi pluvieux, j'ai décidé de s'attaquer à la bibliothèque. La bibliothèque de Lorraine avait toujours été son sanctuaire. Les étagères au plafond de la Floride, toutes organisées par un système seulement qu'elle comprenait, en partie de décimale, en partie instinct. La fiction historique vivait à côté des encyclopédies juridiques. La poésie a dansé aux côtés des manuels de la loi fiscale. Et dans le coin, niché entre deux baies vitrées, assise sa chaise de lecture, un peu effilochée sur les bords, mais tenant toujours la forme de son corps comme une mémoire tissée dans le coussin. J'ai passé des heures à réorganiser les livres, à épousseter les étagères, à empiler des journaux et à de vieux journaux pour le don. Et puis, alors que je cherchais sa copie usée de Pride and Prejudice, quelque chose s'est glissé et a atterri doucement sur le tapis ci-dessous. Une enveloppe scellée, parchemin de couleur crème, épaisse, scellée avec une crête de cire. Je connaissais l'emblème que c'était le Réenne, un L stylisé entrelacé avec un motif de vigne pressé du tampon antique qu'elle gardait dans son tiroir de bureau. Je me suis assis lentement sur sa chaise, tenant l'enveloppe comme il pourrait s'effondrer si je l'ouvrais trop vite. Sur le devant, écrit dans son écriture indubitable, se trouvaient les mots, pour David, lorsque la tempête est terminée, ma poitrine se resserra. Je ne m'attendais à rien d'autre d'elle. Elle m'avait déjà tout donné. Sa confiance, son héritage, son bouclier contre la trahison. Mais cela, c'était quelque chose de plus. J'ai brisé soigneusement le sceau, mes doigts tremblaient en sortant la lettre à l'intérieur. Mon cher David, si vous lisez ceci, alors vous avez fait ce que j'ai toujours su que vous pouviez, maintenu stable pendant que d'autres se brisaient. Je ne t'ai pas élevé pour me battre pour ce qui est le vôtre. Je vous ai élevé pour savoir que parfois ce qui vaut la peine de vous battre, c'est votre paix. Vous avez vu ce que fait la cupidité. Vous avez vu comment les gens que nous aimons peuvent se perdre pour poursuivre les ombres. Et tu te tenais toujours non pas parce que c'était facile, mais parce que tu as refusé de devenir ce qu'ils ont essayé de te faire. C'est le genre de force que le monde ne loue pas assez. Vous connaissez maintenant la vérité sur Miles. À propos de Rachel, sur le web qu'ils ont tourné. Je suis désolé que vous ayez dû vivre à travers. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous épargner de la douleur. Mais je savais que si je vous laissais les outils, vous construiriez quelque chose qu'il ne pourrait jamais toucher. Portez l'anneau. Possédez la maison, mais plus important encore, ne perdez jamais qui vous êtes. Le monde essaiera de vous durcir. Il vous dira de riposter plus fort, de devenir cynique. Ne le laissez pas. Je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez parfait, mais parce que vous étiez gentil, parce que vous aviez la force de protéger ce qui comptait sans perdre votre âme dans le processus. Laissez le passé s'installer où il appartient. Laissez-le faire partie de l'histoire, pas la fin. Avec amour, toujours, Lorraine. Et j'ai plié la lettre et l'ai glissée dans ma poche comme si c'était une boussole. Je me suis assis là pendant longtemps, laissant la pluie taper contre les fenêtres et le rythme doux et constant. Tout le reste, les salles d'audience, les trahisons, les signatures, le silence, tout s'est estompé dans le calme. Cette lettre n'a pas seulement fermé un chapitre. Ce m'a rappelé que tout cela, chaque étape douloureuse, avait mené quelque part, et j'avais le choix de ce que je ferais avec ce qui restait. J'ai repensé aux garçons que je regardais Lorraine organiser des ensembles de thé le dimanche après-midi,
posant des questions sur le monde et ne jamais être dit que j'étais trop jeune pour comprendre. Elle croyait à la préparation des gens aux tempêtes, et non à les abriter du vent. C'est ce qu'elle avait fait avec moi. Et maintenant, après tout l'épave, j'ai finalement compris la forme complète de la leçon. Cet après-midi-là, j'ai ouvert les fenêtres de la bibliothèque, laissant la pluie adoucie à travers. J'ai allumé une de ces vieilles bougies, établi un record de jazz sur la platine et j'ai passé le reste de la journée à écrire. Pas pour la vengeance, pas même pour la fermeture, mais pour plus de clarté. J'ai écrit des lettres aux gens qui m'étaient soutenus, les quelques-uns qui n'ont pas tressaillé lorsque les accusations sont venues voler. J'ai écrit des notes de remerciement aux commis d'Alden, qui ont peigné à travers des boîtes de documents juridiques sans plainte. J'ai écrit une recommandation pour un jeune paringal à la fondation qui m'a rappelé de moi à 25 ans, impatient, incertain, tranquillement brillant. Et puis quand la maison s'était installée dans son ancien rythme, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai organisé un dîner, un petit, seulement 10 personnes, de vrais amis, des gens qui n'étaient pas intéressés par la richesse ou les ragots ou le drame d'occasion. Le genre de personnes qui ont demandé « Comment vas-tu vraiment ?» et a attendu une réponse honnête. Nous avons rempli la salle à manger de rire qui ne se sentait pas forcé. Nous avons passé des plaques. Nous avons grillé pour les nouveaux débuts. Et quand quelqu'un m'a demandé ce que je planifiais ensuite, je n'ai pas hésité. Je pense que j'ai fini de survivre, dis-je. Maintenant, je veux vivre. Ils ont soulevé leurs lunettes et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme un homme qui avait perdu quelque chose. Je me sentais comme quelqu'un qui avait finalement trouvé ce qui comptait. La lettre est restée dans ma poche. Toute la soirée, un rappel silencieux que tout ce qui n'a pas été volé n'a pas besoin d'être repris. Certaines choses doivent juste être vues à travers.